Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'habitat bulle, courbe, bioclimatique, enterré, tout ce que vous voulez. Donc aujourd'hui j'aimerais initier une nouvelle rubrique, celle de la documentation sur les maisons bulles. Voilà. Donc je vais avoir besoin d'un petit truc, vous m'avez jamais vu avec, mais je suis désolé, j'ai passé 50 ans et je suis obligé d'avoir des lunettes. Ça fait déjà un petit moment. Alors, je vais démarrer cette série avec un livre de Pierre Roche. Alors, vous le voyez à l'écran, mais je mettrai le lien en description, avec le lien pour l'acheter également. Donc, un livre de Pierre Roche sur Antilobague, Antilobague habitologue. Alors, Pierre Roche, excusez-moi Pierre, c'est le biographe, entre guillemets, d'Antilobague. Donc c'était un ami d'Antilobague. Il était professeur, je crois, d'art plastique. Il y a en fait 6 chapitres. Je vais essayer de les détailler dans chaque vidéo en vous mettant quelques petites images descriptives. Donc il y a un premier chapitre Cosquilobague, qui est un petit peu sur l'identité d'Antilobague. Un deuxième chapitre, les prémices. Donc les prémices, en fait, la démarche d'Anti pour arriver aux maisons bulles. Ensuite, de l'architecte sculpture à l'habitologie. Alors là, je pense qu'il y a peut-être une erreur d'orthographe, ça doit être de l'architecture sculpture à l'habitologie ou de l'architecte sculpteur à l'habitologie. Mais ça, c'est mon idée. Hein. C'est peut-être normal. Hein. Ensuite, habitat. Ensuite, jeux et défis. Et ensuite, centre. Le dernier chapitre, centre d'expérimentation habitologique. Voilà, donc ça, sincèrement, c'est un livre à avoir dans la bibliothèque si vous vous intéressez aux maisons bulles. En plus des nombreux autres livres que je vous détaillerai au fur et à mesure. Pierre Roche débute par une petite citation attribuée à Buckminster Fuller, qui dit « L'homme est né avec des jambes et pas avec des racines ». Alors, je vais vous lire quelques passages. C'est vrai que le premier chapitre, il est très court. Hein, bon, ça fera une petite vidéo très courte, pas grave. 1920. 1920, Antilobague est censé naître, entre parenthèses, sous un autre nom et d'autres dates, fermez la parenthèse, d'une mère carélienne de noble lignée et d'un père juif, russe, cinéaste, arpenteur de continent. Il se dira marin peu doué, militaire par force, apatride par fatalité, habitologue par hasard puis par détermination, mais aussi migrant impénitent par hérédité. Hongrie, Finlande, Turquie, Suède, Estonie, Allemagne, Vladivostok, Paris, Alaska, Congo belge, Savoie, Italie, Corse, les 2 Castellaras, dans le sud de la France, Sardaigne, Côte d'Azur, etc. Anti est né en Hongrie au cours d'un voyage parental. Il y reste 6 mois, puis il passe 4 ans avec son père en Turquie. Alors c'est vrai, on dit souvent qu'Antilobague, à juste titre, hein, Jérôme m'avait repris sur un post que j'avais fait sur Facebook, en me disant qu'il était apatride, qu'il n'était pas hongrois. Bon, il est quand même né quelque part, même s'il n'y a vécu que 6 mois, il est quand même né quelque part. Alors après, peut-être qu'il n'a pas les papiers, comme tu dis, peut-être qu'il n'a pas les papiers hongrois, mais on le décrit souvent comme hongrois. Alors peut-être que c'est une erreur, m'en excuser. La Finlande vit sous un climat rude, mais davantage encore dans la dépendance de mœurs ancestrales et tragiques, évoqué dans le Kalevala par Lönnrot. On sait ensuite qu'il a été au collège royal en Suède. Il y a appris le latin, le suédois, le yiddish et le finnois. De l'enseignement de l'histoire de la Scandinavie, il ne retiendra que la fabuleuse épopée des Vikings, dont les chefs de horde deviennent des rois assagis, d'abord autoritaires, puis de moins en moins respectés. Il retient là déjà insoumission et liberté à l'encontre d'autorités sans qualification probante. Il a suivi l'école d'architecture, et puis il a arrêté juste avant. Et il disait souvent, c'est parce que je ne suis pas architecte que j'ai pu rester libre. C'était son ami Claude qui signait ses plans. Voilà. C'est bien l'insoumission, quoi, l'insoumission envers les règles. Et la liberté, rester libre. Il y a un petit peu de vent aujourd'hui, alors j'avais mis une bâche. Et ça fait du bruit. Avec le vent. Alors là, je l'ai quand même viré, là, je l'ai mis sur le côté. Mais ça risque d'y avoir du bruit. Alors, on verra là,
à la vidéo si ça fait du bruit ou pas. Alors, Anti a toujours, d'après ce que j'ai compris, émis une ambiguïté sur sa date de naissance. Hein. On parle de 1920 là, et un peu plus loin on parle de 1925. Donc on n'a jamais su si c'était 1920 ou 1925. Alors peut-être que Nouma ou Brigitta pourraient nous le dire. Donc ces enfants, les autres enfants, je les ai plus en tête, donc excusez-moi. Hein. Peut-être qu'ils pourraient nous dire, mais bon, en tout cas, voilà. Ensuite, il entre à l'école polytechnique, section architecture navale. La coque des bateaux est soumise aux contingences imposées par la mer et le temps, croisière ou compétition, ainsi qu'à celles imposées par la circulation interne et par la fonctionnalité du mobilier. Il retiendra cette leçon lorsqu'il construira des habitations. C'est vrai, c'est clair que dans un bateau, l'espace est réduit, et donc c'est un petit peu comme dans les appartements à Paris, chaque centimètre carré est optimisé au maximum. Novembre 1939, la guerre finno-russe arrête ses études, il endosse l'uniforme. Fin mars 1940, donc quelques mois plus tard, la Finlande capitule et devient territoire russe pour un certain temps. C'est vrai que une petite vidéo, faudrait que je cherche une petite vidéo sur l'histoire de ces pays-là à cette époque-là, parce que on parle tout le temps de la Deuxième Guerre mondiale, on parle de l'Allemagne, de la France, on parle de sauvés entre guillemets par les Américains, mais on parle jamais qu'en même temps, il y avait d'autres guerres. Je veux dire, Hitler, il a pas fait qu'envahir la France, quoi. Hein. Il a envahi ailleurs, quoi. Donc c'est vrai que ce serait intéressant intéressant d'en savoir plus pour replacer les choses dans leur contexte hein, et comprendre certaines choses. Allez, à l'annonce de l'expulsion des Juifs hors de la Finlande, Antti part à la recherche de son père. Une piste le conduit en Estonie. L'adresse s'avère être un piège. Antti est arrêté, prisonnier avec les égards dus à son rang, à son grade d'officier. Donc on suppose qu'il était officier. Mais il est vite repéré comme juif et frondeur et devient aussitôt un prisonnier normal, intégré, alors là c'est un élément important, intégré à une troupe de 250 à 300 individus, de toute race, confession, âge, etc., formés au désamorçage de mines anti-chars devant les blindés allemands, dirigés sur Stalingrad. Noyé dans cette masse d'abord anti-allemande, il finit par cohabiter avec les communistes. Aux portes de Stalingrad, il fait partie des 17 survivants libérés par les Russes. Alors ça c'est un élément, je pense, important pour sa vie. Antti de Vogt disait tout le temps la vie est un jeu. Alors on pourrait dire attends, la vie est un jeu, ouais, faut bosser, faut. Non, lui de par son expérience, de par sa vie, on m'a souvent rapporté ce petit témoignage en me disant que il marchait avec 250-300 personnes, il marchait devant les chars, devant les blindés, dans les champs de mines. Donc en fait, il a vu ses copains, les gens qu'il connaissait ou qui ne connaissaient pas, pouf, partir en morceaux, quoi. Et des 250, il en est resté 17. Hein. Donc je crois qu'à partir de là, on se dit, wow, la vie c'est quoi, quoi? La vie c'est quoi? Est-ce que c'est rentrer dans des cases et dans une norme, ou est-ce que c'est vivre, quoi? Et je crois que Antti, il a eu la bonne démarche de dire, bah la vie c'est un jeu, la vie c'est vivre. Moi je dis souvent, avant d'être citoyen et d'aller voter, on est d'abord un être humain, donc on doit vivre. Vivre une vie, hein, écouter sa petite voix. Enfin, moi personnellement, j'y crois, maintenant vous y croyez ou vous n'y croyez pas, peu importe, on s'en fout. Mais écoutez votre moi intérieur et faire les choses pour vous, mais aussi pour les autres. Essayez d'aider les autres au maximum. Et voilà, bon là je dépasse un peu le cadre du livre, on s'en fout, vous en foutez, donc... Je reprends ma petite lecture, je descends un petit peu, hein, parce que je pense que vous aurez l'occasion de l'acheter et de le lire. Sa connaissance du vol à voile en fait bientôt un volontaire désigné pour un stage de pilotage à Vladivostok. Mauvais dompteur de cadran, boutons, manettes, etc. et d'atterrissage sur porte-avions, à mon avis il a dû se planter une ou deux fois. Il est ramené en Russie pour d'autres missions. Ah, j'arrête 2 secondes parce qu'il y a du vent. J'ai peur que le son soit pas top, quoi. Je suis le plus près possible de ma caméra, mais j'utilise une petite Canon Legria Mini. Et la Canon Legria Mini, qui est le premier modèle, elle est super parce qu'en fait, il y a un petit cadran pour vous voir.
Donc, sauf que la mienne merde un peu parce qu'elle est à l'envers. Je sais pas ce qui s'est passé. Il doit y avoir poussière qui a dû rentrer quelque part. Mais le petit défaut, c'est qu'il n'y a pas de micro. J'ai pas de petit micro là. Et la Mini X, qui est le modèle juste au-dessus, elle a un micro. Elle a un câble et on peut mettre un micro et là, bah, on entend clairement, quoi. Mais ma fille me dit que je parle fort. Donc bah, peut-être que là, c'est à cause de parler à la caméra. Jacqueline, c'est peut-être à cause de parler à la caméra. Parachuté sur des terrains d'aviation bombardés, il doit rechercher s'il reste un appareil en bon état et le ramener. Les jeux dangereux continuent. Il en reviendra parfois blessé. Bon, t'inquiète pas, Pierre, hein, je vais pas lire tout le livre. Hein, t'inquiète pas. L'armistice le retrouve officier, chef d'une petite escadrille et pressé de quitter enfin l'uniforme. Il ne cesse d'emporter depuis le collège royal. Bon, je termine. Anti-aborde la France dans le golfe de Sainte-Adresse, et remonte la Seine jusqu'à Paris, vraisemblablement fin 1946. Il s'inscrit à l'IDEC, ça doit être une école d'architecture, fréquente l'école des Beaux-Arts. Là, un aphorisme de Max Sor retient son attention. Sur la croûte terrestre, l'homme est petit, tout petit. L'homme est une espèce biologique parmi d'autres. Tous les hommes n'ont pas désir d'esthétique, mais tous les hommes ont besoin d'habiter. Depuis, le terme « habiter » prend une signification nouvelle pour ce vagabond qui s'initie à la langue française et enquête à travers la France pour la conservation des sites historiques. Il bricole. Alors le mot « bricole » est important parce que Anti-Lovac, dans différentes interviews et vidéos, disait « je suis un bricoleur ». Et il ne disait pas « je suis un architecte ». C'est vrai, Jérôme. Il disait « je suis un bricoleur dans le domaine de habitat ». Il y a une vidéo, je vous montrerai. Et je ne suis pas un architecte, je suis un aventurier, un bricoleur dans le domaine de habitat. Donc, architecture, ça me concerne pas. Ça, c'est un élément important. Il y en a un autre important, c'est au cours de ses pérégrinations, il s'intéresse également à des ouvrages marginaux, récents et novateurs. Récents et novateurs. Donc on est dans les années 1950, quoi, 45, 46. Et en 46, ce qui est nouveau et novateur, c'est les hangars de Freycinet et de Bodianski, des grandes structures qui servent souvent à abriter les avions. Quant au voyage à travers l'Europe, il s'en montrera plus ou moins amnésique. Le KGB le retrouve et l'expédie au Canada pour espionner la construction d'une route américaine. Il fait partie d'un ensemble de 1700 maladroits, vite expulsés manu militari. Alors, là, il y a un truc important. De retour à Paris, il travaille chez des architectes comme stagiaire, et notamment chez Jean Prouvé comme grouillot. Alors, je sais qu'il réalisait, d'après ce qu'on m'avait dit, les maquettes de ses meubles chez Prouvé. Hein. Prouvé, c'était quand même une pointure, quoi, pour l'époque. Son activité s'oriente de plus en plus vers l'architecture, bien que ce terme ait déjà tendance à l'irriter, du fait de la connotation artistico-esthétique qu'il implique. Il travaille sur place pour le même pareil, c'était un personnage, je vous mettrai sur la vidéo qui c'était, parce que bah, moi aussi, je le sais, mais je ne me rappelle pas du tout. J'ai dû le lire quelque part. Est-ce que c'était un architecte ou... voilà, je ne vais pas m'embrouiller, donc je vous mettrai le lien, ce sera beaucoup plus simple. En 1959, il a gardé un pied-à-terre à Paris, rue de l'Estrapade, et un autre à Ajaccio. Là, il dessine 18 projets, dont certains troglodytiques, mais aucun n'est réalisé. Alors, à chaque fois, il y a des références par rapport à des photos, hein, des dessins, voyez. Il fait quelques maquettes en fil de fer pour des coques flottantes et pratique la sculpture sur bois avec Tony Grand. Donc voilà comment se termine le premier chapitre. Bon, il y a déjà une vidéo quand même assez conséquente, donc je vous invite quand même à acheter le livre. Je vous mets le lien un peu plus bas. Si vous l'achetez par mon lien, bah, j'aurai un tout petit pourcentage. Alors minuscule, hein, chez Amazon. Hein. Mais bon, c'est toujours ça, quoi. Donc dans le deuxième chapitre, bah, on parlera des prémices. Donc bah, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur j'aime ou sur le petit pouce bleu. Je vous invite à la partager et je vous invite à télécharger, à visionner la vidéo sur les maisons bulles d'Antonio Beninca et de Marc.
en vous inscrivant sur le petit lien juste après. Je vous remercie, je vous dis à bientôt.